j'ai été super surpris. La deuxième source du revenu du pays ici, c'est les dons. Ici, on est en République dominicaine. Hein. Ouais, les dons, t'imagines? Ouais. Ça veut dire qu'en gros, les enfants partent aux États-Unis, partent au Canada, partent en Europe et renvoient de l'oseille à leur famille. Donc MoneyGram, Western Union, etc. Tous ces services-là se gavent et ça ouvre la porte à plein de choses. C'est-à-dire que l'État ne peut pas contrôler les dons, il ne peut pas les taxer. Parce que si demain, du jour au lendemain, tu te mets à taxer les dons, qui est le deuxième source de revenus moyen du pays, et puis majoritairement vers les favelas, quoi, tu vois, là où il n'y a pas d'argent, la classe la plus pauvre. Et ben du coup, tu as tout cette oseille qui rentre dans le pays sans impôts et qui permet de nourrir la majorité des bouches du quartier, quoi. C'est peut-être comme ça que sont financées les retraites, qu'on prend soin de sa famille, etc. Ici en tout cas. Bah, si tu veux, à partir du moment où tu répètes aux gens depuis leur putain d'enfance, voilà, vous travaillez à l'école, vous prenez un bon job, ensuite vous travaillez et vous prenez la retraite à 62 ans, puis après on leur dit ah bah non finalement c'est 64 ans, bah les gens ils ont l'impression de s'être fait un petit peu arnaquer, on t'avait promis un truc à la base et puis on te le retire juste à la fin. Ça c'est compréhensible. Donc c'est compréhensible. Le truc c'est que qu'est-ce qui se serait passé si à la base, quand tu nais, ce système n'existait pas, que pour les gens, bah, ils seraient un petit peu plus forcés peut-être à se former en trouver des solutions financières, donc c'est-à-dire à se faire une retraite par capitalisation. Donc en achetant des ETF, par exemple, tous les mois, tu vas investir 100, 200 euros, 300 euros voilà, sur un ETF que tu vas acheter régulièrement pour te constituer un patrimoine à ta retraite. Vu que les marchés financiers sont à peu près à 8% par an, tu peux faire plus d'1 million au moment où tu pars à la retraite. Tu peux apprendre à investir dans l'immobilier, tu peux lancer un business à côté. Ça rendrait peut-être les gens plus responsables, si tu veux, par rapport à leurs finances. Ouais. Le problème, c'est qu'on ne t'apprend pas ces choses-là à l'école. À l'école, on va te donner une éducation entre guillemets théorique, etc. Mais jamais, en fait, on va t'apprendre à gérer ton argent. On va jamais t'apprendre à déclarer tes impôts. On va jamais t'apprendre à créer une société. Enfin, ça va toujours être du savoir assez théorique. Donc les gens, aujourd'hui, mais c'est surtout quand tu vas dans la rue et que tu protestes, c'est parce que les gens n'ont peut-être pas de solution alternative. D'autres options. Pourquoi ? Parce qu'ils ne les connaissent pas, tout simplement. Ouais. C'est vrai que moi, en fait, ça me surprend toujours quand je vois des gens qui vont aller manifester, etc. Mais en fait, ça me surprend parce que moi, ça ne me viendrait jamais l'idée de faire ça. Parce que je pense que mon énergie, elle va être plus productive à aller trouver des bonnes affaires, à aller chercher un bien qui va me rapporter du cash flow. Et voilà, en faisant 4-5 opérations, ma retraite, elle est payée, tu vois. Ouais. Donc, j'ai pas besoin d'aller paniquer, d'aller dans la rue, d'aller protester contre le gouvernement. Je pars du principe que il faut se débrouiller tout seul et il faut pas compter sur les autres. À partir du moment où tu comptes sur les autres, tu es dépendant et voilà, c'est même dans tous les business, par exemple, tu vois, il y a des gens qui vont faire du business sur Amazon. Moi, j'aime pas dépendre d'une plateforme parce que si Amazon change ses conditions, appuie sur un bouton, t'as plus de business. Exactement. Et moi, j'ai jamais aimé ça. J'ai toujours aimé avoir un côté un petit peu liberté, indépendant. Par exemple, sur mes business en ligne, j'ai mal estimé. Donc, c'est-à-dire que demain, même si ma chaîne YouTube ferme, même si mes réseaux sociaux ferment, je peux toujours contacter mes abonnés, les renvoyer vers une autre plateforme. J'ai toujours moyen d'être en contact avec eux, tu vois, de toujours être indépendant du système, quoi. Ouais. Toi et moi, on comprend cette réforme, ces envies de protestation, etc. Tout simplement, il suffit de regarder nos parents, de regarder notre famille, etc. Toi, tes parents aujourd'hui ont une retraite grâce aux investissements qu'ils ont réalisés et ils n'ont pas à se soucier de tout ça. Moi, clairement, mon grand-père aujourd'hui qui est à la retraite, etc., je vais devoir certainement financer parce que sa femme est morte, ma grand-mère est morte, et qu'il va falloir payer une maison de retraite qui coûte 2500 balles parce que ma mère, elle peut pas à temps plein s'occuper de mon grand-père, tu vois. Et c'est pas pris en charge, faut pas croire que ces choses-là, il y a beaucoup de gens ils disent ouais, en fait, on a le meilleur système de santé au monde. Non, en fait, les résidences pour personnes âgées ou quand tu as Alzheimer, c'est pas pris en charge. Pas du tout. C'est pas ce qui est pris en charge, c'est si vous êtes hospitalisé. Mais raison entre guillemets un petit peu spécialisée si t'arrive un truc, c'est pas remboursé par le gouvernement. Tu peux avoir une aide des fois du département de quelques centaines d'euros, mais ça s'arrête là. Le reste, il faut que tu finances de ta poche. Donc la plupart des gens se retrouvent finalement à vendre la baraque pour pouvoir financer ça. Quand il n'y a plus d'argent, en fait, comment ils font? Donc, c'est important si tu veux, toi, même si tu as des enfants et tout, de te dire il faut que je me constitue mon capital pour pas que en fait mes enfants doivent s'occuper de moi. Il faut que tu te rends compte que en fait si tu es un petit vieux en France aujourd'hui, que ta femme ou que ton mari décède, que tu as 1500 euros de retraite, ce qui est énorme déjà pour une retraite médiane dans les banlieues françaises,
eh bah, t'es à la misère. Et tu dois compter chaque euro que tu dépenses et tu dois faire attention à ce que tu manges, etc. Est-ce qu'il faut bosser 40 ans de sa vie pour se retrouver dans cette situation-là? Putain, c'est la misère, quoi. Ah, c'est pour ça que ça fait des fois, j'entends des gens qui rigolent quand je dis il faut se construire une éducation financière, il faut investir, il faut se créer des revenus passifs, entre guillemets, tu as des loyers, oui, tu bosses un peu, voilà, bon, te créer des revenus alternatifs. Aujourd'hui, c'est pas facultatif. Non, En fait, c'est plus s'enrichir, voilà, c'est une nécessité. C'est une nécessité. Et je veux dire, même sans parler de retraite, vu le contrôle que met en place aujourd'hui tous les gouvernements, petit à petit, on va en parler après, mais ça devient une nécessité aussi d'être indépendant du gouvernement. Parce que si le gouvernement, à un moment donné, décide de faire des choses, et toi, tu n'es pas d'accord avec ça, bah, si tu n'as pas d'argent et que tu ne peux pas partir, Aucun pouvoir. tu es obligé de les subir, en fait. Je veux dire, tout ce qui a été les dernières crises qu'on a eues, crise sanitaire, en fait, les gens qui avaient vraiment de l'argent, ils ne l'ont pas vraiment subi. Ils étaient tous en mode en vacances, dans des endroits où il y avait des Moins de problèmes. minimes. Tu pouvais encore sortir chez toi, mais il n'y avait pas de À confinement. Punta Cana, j'étais libre. Hein. Voilà. Les restos étaient ouverts. Hein. Punta Cana. Moi, pendant ça, j'étais à Dubaï. Il y a beaucoup de gens qui s'étaient réfugiés là-bas, où tu avais encore des restaurants ouverts, tu pouvais encore sortir de chez toi. Il y avait des règles, mais c'était quand même beaucoup plus assoupli Ouais. que ce que tu pouvais avoir, quoi. Aujourd'hui, on est quand même sûr, par exemple, de ça, donc de la privation de liberté qu'on a vécue, quasiment du test à échelle mondiale et humain de virus, de vaccins, etc. Des milliards de dollars qui ont été investis par les gouvernements dans une situation tellement trop prématurée, d'un contrôle d'une crise qu'on personne vraiment maîtrisait l'ampleur et personne ne maîtrisait vraiment ce qui se passait. Et avec un an de recul, 2 ans de recul, à quoi bon? On a bloqué l'économie pendant 2 ans. On a empêché les gens de bosser, on a fermé les entreprises pour au final en fait tout réouvrir. Donc en fait on n'aurait rien fait, ça aurait été quasi pareil. Enfin, si tu veux. En France, on a mis sous perfusion combien de sociétés qui auraient dû fermer depuis 2 ans, qui ont tenu avec les aides du Covid, qui ont généré des irrégularités de marché énormes parce qu'ils ont payé des mecs beaucoup trop cher pendant 2 ans parce que c'était pas leur oseille. Moi, je connais plein de gens qui ont fermé des boîtes sans pouvoir rembourser le crédit de l'État. C'est de l'argent perdu. Mais en fait, aujourd'hui, il y a l'inflation qui s'est mise en place. Mais l'inflation, c'est quelque chose qui a été créé de façon complètement artificielle. L'inflation Explique un peu ça. L'inflation a été créée de façon artificielle par les gouvernements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gouvernements n'auraient pas pris des décisions à la con, on n'aurait pas d'inflation. Déjà, le fait de bloquer l'économie pendant 2 ans, après, d'un coup, ils réouvrent, mais forcément, tu as des systèmes qui sont en place, de logistique. Par exemple, tu as besoin de bateaux pour acheminer des marchandises. Déjà, ça, par exemple, ces gens, le prix du container est quasiment doublé. Donc les conteneurs, le prix des conteneurs ont doublé. Pourquoi? Parce qu'après, le temps de relancer la machine, les gens qui se sont fait licencier là-dedans vont trouver d'autres business et après, ils ne vont pas forcément revenir là-dedans. Donc après, tu as du mal à recruter. C'est ce qui s'est passé aussi dans la restauration, etc. Donc forcément, quand l'économie réouvre, les prix augmentent parce que tu as une pénurie de conteneurs, etc. etc. Deuxième chose, les sanctions que l'Europe a décidé de mettre à la Russie. Conséquence, c'est quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le prix de l'énergie, on le paye 2 fois plus cher qu'auparavant. Donc, l'énergie, c'est pas seulement pour se chauffer à la maison et pour mettre du pétrole dans ta bagnole. C'était que ça. Oui. Encore, tu payes plus cher ton essence, ton plein d'essence, et tu payes plus cher ta facture de gaz pour te chauffer. C'est un peu chiant, mais ça va encore. Ça va plus loin. Mais par exemple, je sais pas, tu vas t'acheter une boîte de conserve au supermarché. Le mec qui fait la boîte de conserve, il a des machines. Ces machines sont alimentées à l'électricité. Donc, tout ça sont pour produire sa boîte de conserve. En fait, ça va lui coûter plus d'argent parce qu'il a une facture d'électricité qui va exploser. Le boulanger qui fabrique ça. Ouais, c'est ça que je voulais. T'avais vu les news là-dessus? Le mec se retrouvait de payer de 1 000 € d'électricité à 10 000 € d'électricité par mois. On est obligé de le répercuter sur le prix de sa baguette de pain. Mais ce même boulanger, si tu veux, voilà, donc tu as le prix de la baguette de pain qui augmente. Maintenant, le plombier, d'accord? Lui, tu vas dire, il n'a pas forcément besoin voilà, t'es plombier, t'arrives, t'as tes outils, etc. Mais le plombier, sa baguette de pain, quand il va l'acheter, ça lui coûte plus cher. Bien sûr. Quand il va faire son plein d'essence, ça lui coûte plus cher. Les produits qu'il achète partout au supermarché lui coûtent plus cher. Donc, le plombier augmente aussi ses prix pour pouvoir
faire face à l'inflation. Donc le mec qui est... Enfin, tu vois, et c'est comme ça, en fait, comme tout le monde augmente un petit peu ses prix, mais c'est ça qui déclenche l'inflation. Et ça a été déclenché artificiellement par les gouvernements. Les gouvernements n'auraient pas décidé de fermer toutes les entreprises pendant la crise sanitaire. Et en se mangeant, je ne sais pas combien de pourcents en plus de dettes sur la dette publique. Les gouvernements n'auraient pas décidé d'appliquer des sanctions sur l'énergie, mais l'inflation ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc finalement, c'est les gouvernements aujourd'hui qui ont créé cette inflation, et c'est ces mêmes gouvernements qui aujourd'hui nous disent on a créé un problème, mais ne vous inquiétez pas, on a une solution. Il y a de l'inflation. Voilà. Et donc l'inflation, on te dit, c'est pas de notre faute, c'est la faute à Poutine. Oui, enfin, oui et non, tu vois. C'est pas de notre faute, c'est la faute à Poutine, je trouve ça pas mal. Aujourd'hui, je me pose vraiment la question, comment font les gens qui ont des salaires normaux pour vivre avec l'augmentation complètement. J'avais des proches. Et je pense que c'est ça, tu vois, la réforme des retraites aussi, les gens dans la rue, c'est un peu les gilets jaunes. C'est qu'en fait, les gens disent, on peut plus en fait. On est en train de mourir. Et moi, je pense vraiment qu'il y a une asphyxie, on est en train d'asphyxier les gens en fait, financièrement parlant. C'est pas le gouvernement qui va résoudre la situation en disant je vais filer un chèque emploi, je vais baisser un peu les impôts. En fait, je pars du principe que les décisions qui doivent être prises, par exemple en France, c'est comment est-ce que notre pays peut faire plus d'argent. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire plus de pognon. Est-ce qu'aujourd'hui on développe des entreprises à l'époque, on construisait des TGV, on construisait des Concorde, tu vois, on lançait des grands projets, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on lance ? On lance que des économies de services, etc. On fait rien, en fait. À côté de ça, t'as des pays comme la Corée, les mecs, ils ont Samsung, t'as les États-Unis, ils ont Apple, ils ont Microsoft, ils ont Amazon, ils ont Tesla, enfin, tu vois. Donc, ces pays, en fait, sont en train de se développer, mais nous, qu'est-ce qu'on lance concrètement en France pour créer de la richesse ? Parce que si le pays est extrêmement riche, après, il peut les payer, ta retraite. Si tu te retrouves en mode Qatar, t'as de l'argent. Je crois que les gens, en fait, sont en galère au Qatar. Il y a bien évidemment ce truc-là dans les pays où ils ont du pétrole, où effectivement, les gens se retrouvent payés à leur citoyenneté parce que l'État génère un excédent grâce aux ressources naturelles. Et effectivement, ça change le game, quoi. Ce qui se passe, c'est que les décisions que devrait prendre pour moi le gouvernement, c'est pas se concentrer sur le micromanagement. Est-ce qu'aujourd'hui on doit sauver le climat en isolant les logements, la performance énergétique ? Est-ce qu'on doit mettre des vignettes, critères, etc. sur les voitures ? C'est cool. Est-ce qu'on doit parler de la théorie du genre dans les écoles ? Ouais, c'est cool. Mais ça, c'est des sujets, en fait, si tu veux, qui sont entre guillemets au deuxième plan. Ouais, peut-être pour certains importants, mais c'est pas la priorité. La priorité, c'est fais de l'argent. Fais de l'argent, développe ton pays. Pour ça, qu'est-ce que tu mets en place ? Est-ce que tu as une industrie ? Est-ce que tu as un avantage compétitif ? Est-ce que tu développes les nouvelles technologies ? Est-ce que tu crées de la richesse ? Tu vois ? Aujourd'hui, moi, je regarde beaucoup de vidéos de gens, d'entrepreneurs qui veulent s'expatrier, etc. Donc, la plupart des gens, ils regardent ce type de chaîne YouTube, ils disent où est-ce que je vais créer ma société ? Où est-ce que je vais m'expatrier ? Et jamais la France n'est citée. Jamais. Les gens veulent aller en Thaïlande, les gens veulent aller à Dubaï, les gens veulent aller éventuellement aux États-Unis, les gens veulent aller, tu vois, mais à Singapour, à Hong Kong, à Taïwan, mais jamais la France est ici. Est-ce que c'est pas la fin justement de l'Europe de l'Ouest ? Est-ce que c'est pas justement la fin un peu de cette suprématie des pays du bloc là occidental de l'Europe où l'avance qu'on a gagnée avant avec toute l'histoire qu'on a connue, est-ce que ça c'est pas terminé et on a raté le nouveau train et aujourd'hui on essaye un peu de ramasser les miettes sans vraiment de succès? Est-ce que vraiment la France va réussir à se relever et redevenir un pays du top tiers demain? Dans la situation actuelle, je pense que ça évoluera pas. Je pense que ça va dégringoler petit à petit, dans le sens où à aucun moment je vois en fait dans l'état d'esprit des gens le côté de se dire ok, on est un pays, il faut qu'on soit compétitif par rapport aux autres. C'est pas la mentalité. T'as un peu ça chez les Allemands quand même. Il n'y avait pas eu ça où à un moment donné les mecs avaient baissé leur salaire et tout pour être solidaires. Il n'y avait pas un truc comme ça chez Porsche où tout le monde avait baissé son salaire pendant quelques jours. T'as des pays qui réfléchissent à un niveau collectif, tu vois, au Japon, etc. Les gens vont réfléchir à un niveau beaucoup plus collectif en se disant il faut comprendre qu'en fait, aujourd'hui on a une économie mondiale. Donc la plupart tu peux pas te dire ouais, moi il faut que je pense que dans mon pays, mes aides sociales, mes machins, etc. Non, il faut que tu penses mondial. Que font les autres pays ? Est-ce que les autres pays ont des aides sociales ? Est-ce que les mecs développent des nouvelles technologies ? Est-ce que les mecs font du business ? Quel est leur taux d'imposition ?
On a le taux d'imposition. Un des taux les plus chers. Ouais. Si c'est pas le premier, le deuxième le plus élevé du monde. Pourquoi est-ce qu'une entreprise va venir s'installer ici? Ensuite, une entreprise qui s'installe, par exemple en France, elle va avoir des contraintes énormes. C'est-à-dire elle va devoir payer des charges sociales énormes sur un salaire, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays. Ne serait-ce qu'à une échelle européenne d'ailleurs. Si jamais elle a un problème avec un salarié, une entreprise, elle peut se retrouver au prud'homme. Tu vois, il y a toute cette pression aussi. Tu le retrouves également quand tu es propriétaire, par exemple, d'un bien immobilier. Tu fais de l'immobilier dans d'autres pays. On ne va pas te dire si quelqu'un squatte ton logement, il peut être à vitam aeternam, etc. Donc si tu veux, on est dans un 8 mois de squat. C'est toujours le gouvernement, si tu veux, qui vient en essayant de bien faire, en essayant de protéger. Finalement, en fait, il complique les choses. Par exemple, tu sais que le marché de l'immobilier, dans la plupart des pays, comment ça se passe? Tu arrives, tu veux prendre un logement en Hongrie, tu veux prendre un logement à Malte, on ne te demande pas tes fiches de salaire, on ne te demande pas tes avis d'imposition. On te dit, voilà, tu rentres, donc tu payes 2 mois de caution, tu payes ton premier mois de loyer, et tu as un contrat sur 12 mois. Si tu te barres avant les 12 mois, tes 2 mois que tu as laissé en caution, tu les as perdus. Parce que tu as signé pour un contrat d'1 an. Il n'y a pas de je t'envoie un préavis un mois avant, etc. Et tu ne payes pas, la police frappe chez toi, puis tu te dehors. Voilà, c'est clair. Mais la plupart des gens, ça les choque. Mais tu vas au restaurant, tu ne payes pas. La police va arriver. Tu vas au supermarché, tu ne payes pas, tu voles. Tu vas en prison quand tu voles. Mais pourquoi quand tu as le droit de voler un logement? Parce que c'est du vol. Quand tu squattes un logement, c'est la même chose que si tu allais tirer une caisse ou si tu allais c'est tellement frustrant. C'est du vol. Quand tu vas voler le sac d'une mamie, les gens vont dire non, c'est pas bien, t'as volé le sac d'une mamie et tout, tu te rends compte, mais ouais, faut qu'il aille en prison, sale délinquant. Et quand tu squattes chez une mamie qui va voler en fait le logement d'une grand-mère qui en a peut-être besoin pour payer Alzheimer, tu vois. Bah en fait, oui, non, ça va, c'est pas du vol. C'est ok, c'est... T'as déjà eu des témoignages sur ta chaîne YouTube de mecs qui ont partagé comme ça sur du squat? En fait, je connais personnellement des gens qui ont eu comme ça des appartements. Moi, je te dis, ils sont fait squatter. Il y a rien de plus frustrant parce que... alors moi, c'était un petit appart étudiant, mais parce que t'as ton bien immobilier qui est squatté. Pas proprement. C'est crade, le bâtard. J'ai jamais vu un appart aussi sale. Il me l'a souillé, le bazar. T'as ton bien qui est en train de perdre de la valeur, sur lequel toi tu dois payer ton crédit tous les mois. Exactement. Tu payes tes assurances, tu payes l'avocat, tu payes l'huissier, et tu peux rien faire. En fait, tu vois, et c'est là... T'es victime du système. Souvent, les gens, des fois, me posent la question, me disent, mais pourquoi est-ce que t'es parti? Pourquoi est-ce que tu t'es expatrié, etc. Il y a des choses qui sont très bien en Europe, et ça, je peux te le dire pour voyager quand même pas mal, parce que là, bon, on est en République dominicaine, donc t'as des choses qui sont bien et t'as des choses qui sont aussi moins bien. Complètement. Donc en Europe, t'as quand même des choses qui sont bien, enfin, en termes de culture, en termes de bouffe, en termes d'architecture, enfin, t'as quand même beaucoup de points positifs. Tu vois. Là, on est un peu taclé, mais t'as quand même beaucoup de bonnes choses. Mais le système qui est mis en place de ce gouvernement en mode limite communiste, où il régit tout, on partage les richesses, etc., c'est un modèle qui, à terme, va est amené à se péter la gueule. Ça va être de pire en pire. Les gens veulent conserver, veulent sauvegarder ça, mais il faut partir, il faut changer de paradigme. C'est-à-dire qu'il faut complètement casser ça et repartir sur quelque chose de nouveau. Et il y a beaucoup de gens qui haïssent le capitalisme, mais aujourd'hui, le capitalisme, c'est ce qui fonctionne finalement le mieux. C'est pas le système idéal, mais c'est ce qui fonctionne le mieux. Tu regardes une économie comme les États-Unis, c'est pas pour rien que c'est le pays le plus puissant au monde, le système capitaliste à fond. Donc certes, après, tu as des inégalités, tu as des choses comme ça, mais aux États-Unis, tu bosses, tu peux facilement te prendre un salaire à $4 000, $5 000, et quand tu gagnes $5 000 par mois, tu peux tout à fait te payer une assurance santé. Tu n'as pas de problème par rapport à ça. Exactement. Donc c'est des systèmes où tu as plus de liberté, mais aussi plus de responsabilité de notre côté. Le truc, c'est que on a tellement habitué les gens à être trop sain, quoi, à être dépendants des autres. Et d'un autre côté, t'as les entrepreneurs français. Alors eux, c'est le pire, parce qu'en fait, eux, ils ont toutes les responsabilités, c'est-à-dire qu'ils sont pas au chômage, ils sont pas aux aides, ils sont pas etc. Mais en plus, ils payent pour tous les autres. C'est exactement. Une main en poule, en fait, de tous les autres, en fait, Mais les entrepreneurs ne voient rien. T'es entrepreneur, tu coules ta boîte, tu coules ta boîte. T'as pas au chômage, t'as droit à rien, t'as droit. Non, encore pire, t'as le droit de passer devant un tribunal qui va te juger, épingler chaque facture que t'as fait et essayer de prouver, parce que j'ai vraiment plusieurs expériences d'amis qui sont passés par là, ils m'ont dit, je me suis senti épié et le mec voulait prouver que j'avais fait une faute de gestion. Alors que c'était mon sang depuis 5 ans que j'y ai tout mis. Et il m'a dit, je me suis jamais senti autant violé, tu vois. C'est un peu le système que tu as, c'est-à-dire que par défaut, quand tu vas être contrôlé,
t'es coupable par défaut. Exact. T'es coupable par défaut au niveau de l'administration. Et c'est à toi ensuite d'apporter des preuves pour montrer en fait que je n'ai pas coupable. Voilà un peu comment est le système. Et le système il peut être assez agressif. Pour ceux qui n'ont jamais créé d'entreprise, c'est pour recevoir des courriers de mise en demeure, etc. RSI, URSSAF, machin, etc. Les courriers sont toujours violents, tu vois. C'est vous devez à telle date, sinon amende, sinon... tu vois, c'est toujours des trucs quand même qui sont assez violents. Et il y a ce côté-là un peu très agressif, je trouve, contre les entrepreneurs, alors que finalement, c'est eux qui produisent de la richesse. Il faudrait être cool avec eux pour justement les attirer, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tous les entrepreneurs qui commencent un petit peu à bien gagner leur vie, dès qu'ils peuvent partent. Et c'est pas comme ça que tu développes un pays, quoi. Bien sûr, et la majorité des boîtes sont des boîtes entre 1 et 49 salariés. C'est eux qui font tourner l'économie. C'est eux qui payent 80% peut-être de toutes les prestations sociales qui vont suivre derrière. Et c'est eux qui sont le plus dans le jus, le plus dans la pression, qui sont le plus au quotidien dans le feu, en fait. Parce que quand tu es très petit, tu gagnes pas assez pour avoir la sécurité. Quand tu commences à recruter, tu as tes salariés et la responsabilité, le poids que ça engendre, la responsabilité économique que ça peut engendrer également. Bref, la France, c'est eux qui la font, tu vois. Et c'est eux qui sont le plus dans la sauce, c'est eux qui sont le plus emmerdés, c'est eux qui sont le plus sous le joug de n'importe quelle réforme ou de n'importe quelle politique. Et le truc, c'est qu'on continue de leur taper dessus. Et c'est pour ça aussi que moi j'ai décidé de partir de ça. De partir de ça et de trouver une terre qui allait peut-être pas être beaucoup, qui allait pas m'aider plus, tu vois. Mais en tout cas, qui allait pas être un frein au développement, à la croissance. Et après, c'est une autre question, mais à mon bien-être personnel. Moi, à mon avis, c'est que tu vois, ce discours que des fois j'entends sur les plateaux de télé qui vont dire des trucs du style les entrepreneurs c'est des salauds, les riches machin c'est des salauds, etc. Et je trouve que c'est un discours qui est extrêmement dangereux parce que si tu veux, qu'est-ce que tu vas faire? Peut-être que tu vas gratter des voix politiquement, mais tu vas faire par rapport à ça. Un débat, quoi. C'est-à-dire que le mec qui a un métier très difficile, par exemple qui est ouvrier, etc., qui bosse et qui gagne un salaire de misère, tu vois. Je comprends qu'il a un peu les boules. Il voit des gens qui sont plus riches que lui, il y a de la jalousie. C'est comme t'es un mec, tu vois un gars qui a une nana qui est 10 fois plus belle que la tienne, bon les mecs, ou alors qui a un corps plus musclé que le tien, il y a de la jalousie. Donc en fait, t'attires, c'est de la jalousie. Mais tu règles pas le problème du mec qui a l'usine. Non, t'es un VSDM tout le temps. Voilà. Quoi. Donc le fait d'aller dire, l'autre, le riche, c'est un méchant, etc., parce que c'est lui qui te pique son argent, non, il ne te pique pas son argent. Si le mec gagne de l'argent, c'est qu'il apporte un service, c'est qu'il apporte un produit qui répond à un besoin. Sinon, il ne gagnerait pas d'argent. Un entrepreneur, de toute façon, dès qu'une entreprise elle arrête d'apporter un produit de qualité, prenons l'exemple de Nokia, ils fabriquent des Nokia, donc des vieux téléphones comme ça, t'as Apple qui est arrivé, et Nokia, du jour au lendemain, ça s'est terminé pour la gueule. BlackBerry, même chose. Voilà, ils se sont fait fumer parce que tu as d'autres entreprises, donc quand tu es entrepreneur, c'est pas tu voles de l'argent, non, tu apportes de la valeur sur le marché que les gens désirent. Mais dès que tu arrêtes d'apporter cette valeur, mais tu gâches. Le marché te vire. Voilà, donc tu ne deviens pas riche par hasard. Beaucoup de gens critiquent les Bernard Arnault, etc. Les mecs qui vendent des putains de sacs Louis Vuitton à toute la vie. Faites-le. Ouvrez votre marque de vêtements et allez-y. Vendez des sacs de luxe à toute la vie. J'attends, je regarde. Non mais... tu vois, et on critique toujours ces gens-là, mais à un moment donné, ces gens créent de la valeur. Et puis encore une fois, le 440, c'est pas les entrepreneurs de France, quoi. C'est une petite minorité, des grosses boîtes, qui en général sont là depuis des années d'ailleurs. Là, le CAC 40 en ce moment est en train d'exploser, mais c'est les valeurs du luxe qui poussent en fait le CAC 40 à la hausse. Donc, L'Oréal. Et il faut se poser la question que si demain on les perd, hein. LVMH. En fait, ces boîtes-là, en fait, créent de la richesse, tu vois, ça crée des emplois, etc. Alors, après, tu vas me dire, mais dans ces boîtes-là, donc tu as un mec, un PDG qui gagne énormément d'argent, et puis la fille ou le mec, tu vois, qui est caissier derrière son comptoir, lui, il est payé au SMIC. Et encore, il n'a même pas un temps plein, et c'est un scandale parce que l'entreprise fait plein de bénéfices, et donc il se gave, et les actionnaires se gavent, etc. Mais c'est pareil, vous pouvez être actionnaire. Mais sauf que demain, en fait, Louis Vuitton, ça peut faire moins 30% aussi. Est-ce que tu le prends le risque? Parce que tu vois, l'actionnaire se gave, il reçoit des dividendes. Mais quand il y a une crise financière, quand il y a une crise des subprimes et que tu te prends moins 40% sur ton investissement, est-ce que le mec qui signe vient t'aider? Non. Tu vois, donc il gagne certes il gagne des dividendes, certes il prend des plus-values,
mais il y a aussi des périodes de crise où tu risques ton argent. Tu peux tout à fait investir 100 000 euros en bourse et puis te retrouver avec 40 000 euros, perdre 60 000 euros. Il y a un risque, tu es rémunéré par rapport à ça. Ouais. C'est une autre façon d'être rémunéré. Mais beaucoup de gens ne connaissent que cette façon de gagner de l'argent, échanger son temps, échanger son travail contre un salaire. Mais il y a d'autres façons de gagner de l'argent. Et c'est là qu'il faut sortir de ce paradigme. Tu peux gagner de l'argent en achetant des actions en bourse, tu peux gagner de l'argent en détenant des actifs comme des biens immobiliers, tu peux démarrer des business. Et voilà, après, tout le monde n'a pas forcément le courage, les connaissances ou la motivation de le faire. Et l'envie, même au bout d'un moment, moi je pense pas que de toute façon tout le monde est fait pour devenir entrepreneur, je pense pas que tout le monde doit être entrepreneur. Par contre, je pense qu'on tend vers une société qui va être beaucoup plus indépendante et où beaucoup de gens seront freelance, indépendants à leur compte et auront vraiment là sur leur dos la responsabilité de leur famille et que l'état nourricier va disparaître. Petit à petit, par obligation. On va changer complètement de sujet, mais en fait, si tu veux, ces 3-4 derniers jours, je posais des questions à l'intelligence artificielle, donc OpenAI, et sur plein de sujets différents. Tu sais, en fait, j'aime bien, en fait, si tu veux, j'ai des modèles de construction dans ma tête et je me dis, voilà, moi j'ai une façon d'investir, mais j'aime bien, c'est intéressant en fait l'intelligence artificielle, parce que j'aime bien, en fait, moi j'avance en confrontant mon point de vue à d'autres personnes qui ne sont pas d'accord avec moi. Et donc, je pose pas mal de questions comme ça à l'intelligence artificielle. Je sais pas si tu l'as un petit peu utilisé. J'ai passé une requête hier 2 ans. Voilà. Et comment est-ce que tu vas l'utiliser dans ton business? Comment est-ce que tu vois ça dans 5 à 10 ans? Est-ce que tu penses que ça va transformer le monde? Alors, est-ce que ça va transformer nos habitudes? J'ai fait une vidéo sur YouTube sur le sujet, mais ça fait déjà plusieurs mois qu'on utilise l'intelligence artificielle parce que ça avait déjà vachement été amené dans le modèle de la rédaction de contenu sur Internet, etc. Et il y avait déjà des sociétés qui étaient basées sur le travail d'OpenAI, qui utilisaient GPT-3, des outils comme Jasper, etc., qui permettaient en fait de faire de la rédaction d'articles de blog, de pages de catégories, de fiches produits en utilisant l'intelligence artificielle. Donc nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est très simple. On a développé une petite application, un petit plugin qui se connecte en fait par API à la base de GPT-3, GPT-3 à l'époque, GPT-4 maintenant, et qui en fait on fait un appel à API et nous sort une fiche produit, un article de blog. Ouais, en fait, il remplace ton rédacteur, quoi. Exactement. Il remplace pas vraiment le rédacteur. Il doit y avoir une repasse, une recorrection, etc. Mais on a amélioré la qualité au global. On produit plus, on produit mieux, ça nous coûte moins cher. Donc ça a été gagnant pour nous à tous les coups. Je pense que l'intelligence artificielle est vraiment très intéressante. J'ai pas assez de temps, on va dire, pour jouer avec, pour voir toutes les théories, etc. J'ai un de mes salariés qui fait que ça, qui m'envoie plein d'apps, plein de trucs, plein de machins. Ce qui est vraiment intéressant dans l'e-commerce, c'est que par exemple à partir d'une photo, une simple photo qu'on prendra avec l'iPhone, tu le mets dans un modèle et il te génère des backgrounds, il te générerait des photos, des vidéos produits pour mieux vendre, pour mieux mettre en avant ton produit. Ça, c'est vraiment intéressant. La génération de photos est vraiment pertinente parce qu'aujourd'hui les visuels jouent un rôle hyper important dans l'e-commerce. Donc il y a vraiment plein de choses qui sont en train de se greffer. Je pense clairement que ça va pas changer le monde. Dans les 1-2 prochaines années, tous les business seront les mêmes. Tu auras juste quelques malins qui réussiront à gagner du temps, à automatiser, à exploiter correctement le truc. Là où ça va vraiment être pertinent, c'est demain quand on va pouvoir donner une vidéo par exemple à un moteur à un GPT, quoi, et qui va pouvoir la digérer, la retranscrire, nous donner de l'info, etc. Donc aujourd'hui, tu peux la retranscrire. Donc tu lui donnes une vidéo, tu dis transcris-la moi, tu prends le texte, tu le mets dans GPT, dans ChatGPT par exemple, et tu lui dis fais-moi un résumé ou réécris-moi cette vidéo, etc. Il peut le faire. Je peux pas lui donner directement la vidéo. Demain, on pourra certainement, et ça sera intéressant. Ce qui va être aussi hyper pertinent, c'est quand on va pouvoir, par exemple, créer le GPT de Pierre Ollier, tu vois. Aujourd'hui, c'est possible, mais c'est hyper tech, il faut connaître vraiment son truc. Mais imagine demain, on a le modèle GPT-4, on lui fait bouffer toutes tes vidéos, toutes tes formations, et on crée un bot Pierre Ollier. T'as enregistré des podcasts, du coup, il y aurait ta voix, les gens pourraient parler à Pierre Ollier. En fait, moi, je le fais un petit peu d'une façon en disant, voilà, imagine par exemple que tu es une grand-mère, et explique-moi, ou imagine que je suis un gamin de 5 ans, et puis voilà, par exemple, explique-moi comment faire telle action. Explique-moi comment, voilà, je suis un gamin de 5 ans, explique-moi comment je peux faire pour apprendre à parler anglais, tu vois, de 3 ans. Et en fait, ils vont te parler avec des mots simples, etc. Et moi, ce que j'aime bien avec l'intelligence artificielle, c'est que c'est pas comme une simple requête Google où tu dis comment apprendre l'anglais, tu vas avoir des requêtes standards, c'est que tu vas pouvoir vraiment affiner en disant, voilà, l'intelligence artificielle, t'es tel personnage, t'es un enfant de 5 ans, ou t'es ma maman, ou t'es une grand-mère, etc.
ou tu es un grand chef d'entreprise, ou par exemple, tu viens de tel pays, explique-moi comment faire ça. Et tu vas pouvoir reformuler tout ça. Et ça, j'ai pas joué à ça. Voilà. Après, tu peux l'utiliser. Je l'utilise aussi pour, par exemple, confronter mes portefeuilles en bourse. C'est-à-dire que moi, j'ai Si tu lui dis, par exemple, de moi, les top 3... dire de moi une stratégie d'investissement à horizon de 20 ans pour investir en bourse en sachant que voilà, je suis un entrepreneur, que je veux investir telle somme sur les marchés financiers. Donc par exemple, je peux dire voilà, je vais investir à 1000 euros par mois sur les marchés financiers et que j'ai pas de projet d'y toucher, c'est quelque chose pour me constituer ma retraite justement. Ok. Pour toi, voilà, une allocation d'actifs sur quoi je pourrais investir et ensuite donc il me sort son allocation d'actifs et je le confronte. Et c'est smart. C'est intéressant parce qu'en fait ce qui se passe c'est qu'une fois qu'il m'a sorti ça je lui dis ok c'est très bien mais par exemple tu m'as proposé des bons du trésor américain. Je lui dis aujourd'hui les bons du trésor américain à long terme c'est de la merde parce que les bons du trésor américain à court terme rapportent plus que les bons du trésor américain à long terme et on est dans une période d'inflation. Donc pourquoi est-ce que tu m'as fait cette proposition en sachant cette donnée? Donc en connaissance du contexte économique actuel, en sachant que les bons du trésor américain par exemple à long terme rapportent moins que les bons du trésor à court terme, pour recalculer-moi le portefeuille. Et après, je vais lui dire, parce que tu sais, en fait, ChatGPT est arrêté en 2021. Et je vais lui poser des questions en disant, mais aujourd'hui, il y a aussi une forte inflation. Il y a des guerres, il y a des tensions géopolitiques. Il y a peut-être potentiellement le dollar qui peut perdre sa suprématie. Est-ce que ça change parce que voilà, il y a des choses, etc. Et en fait, si tu veux, à chaque fois que tu vas avoir une actualité ou quelque chose comme ça, tu le rentres dans l'intelligence artificielle. Alors évidemment, ça ne va pas te sortir des réponses non plus, ça va pas prédire le futur. Mais ça te donne des pistes de réflexion sur lesquelles tu n'aurais pas pensé. Tu vois. Okay. Et je trouve que je l'utilise beaucoup, si tu veux, pour réfléchir et pour m'aider à construire ma pensée. Et ça te permet en fait d'avoir des fois de confirmer, parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui regardent ces vidéos qui ont des fois une idée de business, mais qui n'osent pas la lancer. Et c'est souvent ces gens-là qui vont m'écrire et vont me dire ouais Pierre j'aimerais faire ça et tout, qu'est-ce que t'en penses? Tu vois, mais comme dans leur entourage, ils ont personne qui est dans le business ou qui est dans l'investissement immobilier, ils ne savent pas à qui parler, tu peux en fait poser la question à l'intelligence artificielle pour savoir si ce que tu fais c'est bien, tu vois. Et ça peut te donner aussi un plan de route, tu peux l'utiliser pour fixer tes objectifs en disant voilà, j'ai un objectif, je veux devenir millionnaire dans 15 ans, voilà, quelle est la somme qu'il faut que j'y consacre tous les mois, quelles sont les actions que je peux mettre en place tous les mois pour pouvoir y arriver. Et en fait, ça va donner des pistes, et puis par rapport à ça, ça peut donner des plans d'action, et tu peux après le découper en mois en disant, 2 mois par exemple, organise-moi un planning sur 1 mois pour travailler dans mon business, ou organise-moi. Ça sent la vidéo YouTube, comment devenir millionnaire avec ChatGPT, et t'as tout construit ta vidéo comme ça, toi, non? Non, je ne peux pas utiliser encore. Mais ça serait intéressant. Mais par exemple, ça peut te donner des plans, genre ton objectif sur plein de choses. Tu veux perdre du poids, tu vas dire, ok, je fais du sport, je fais de la musculation, je fais du tennis, etc. Bref. Tu donnes ton âge, tu rentres ton poids, etc. Mon but c'est de perdre du poids. Est-ce que tu peux me faire un menu sur une semaine, plutôt protéiné, et tu me donnes en fait tout le menu de ce que je dois manger, et ça va donner, franchement, ça va dégrossir 80-90% du travail. Voilà. Et après, tu peux lui dire, est-ce que tu peux maintenant sortir la liste de courses par rapport à ce menu, et ça va te sortir ça. Donc si tu veux, si tu as un peu de créativité, si tu as un peu d'intelligence, c'est un truc que tu peux amener vraiment loin. Moi, je l'utilise des fois pour répondre à des locataires. Tu vois, t'as un locataire qui te fait une requête, voilà, réponds à ce locataire. J'ai besoin de rédiger un contrat de bail, rédige ce contrat de bail. Sur plein de choses, j'ai besoin de rédiger une nouvelle annonce immobilière. Ok, j'ai un appartement qui fait tant de mètres carrés, etc. Présente-moi cet appartement, rédige-moi une annonce immobilière, et des fois, je vais lui donner des filtres en disant, tu vas rédiger cette annonce immobilière en utilisant les 5 leviers d'influence qui se retrouvent dans le livre de Robert Cialdini, Influence et manipulation. Donc rareté, tu le retrouves, procité, etc. Et je veux que tu me sortes des arguments en utilisant ces principes d'influence qui sont... Voilà, des fois je le fais en utilisant rédige-moi une annonce marketing, mais utilise ces péchés capitaux. Tu vois, en se basant sur ça. Et ça te donne des pistes, etc. Donc c'est extrêmement intéressant. Tu peux vraiment le développer, le pousser à... Enfin, dès que tu as un petit peu de créativité, je me poussais vachement d'en faire. Ouais, je pense vraiment qu'il va y avoir des trucs, ça va avoir un impact, peut-être pas à court terme, mais ça va avoir un impact de fou, mais quand on aura vraiment les clés du moteur, quoi. Aujourd'hui, ça reste quand même OpenAI qui a les clés du moteur. Tu vois que tous les gros acteurs sont en train de vouloir faire de la compétition, Microsoft arrive dans la danse, etc. Tant que ça sera eux, tu peux créer un business qui repose sur eux. Malheureusement, du coup, la valorisation, elle va être capée parce que ça sera basé sur leur moteur. Dès qu'on aura accès à un moteur ouvert, alors peut-être il y aura d'autres choses qui vont se passer. Il y a d'ailleurs
un bout du moteur ouvert qui a été développé par l'équipe de Facebook, qui est disponible gratuitement aujourd'hui. Il y a eu des tests qui ont été faits très intéressants. Micode en avait fait une vidéo sur le sujet. Ça va commencer à être intéressant, mais inexploitable à court terme. Mais par exemple, moi, quand c'est sorti, je parlais avec mes potes Anthony et Ludivine et je lui dis, bah, tu peux créer une application là, téléphone, smartphone, Android, Apple, une guide touristique à Rome. Super facile. Tu crées une interface avec une app no code à la con. Et en fait, ça t'ouvre un chat. Tu dis, voilà, je suis telle rue. Quels sont les 3 meilleurs restos autour de moi, où est-ce que je dois aller, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois voir, et le truc il va te répondre en direct en fait. Tu rends le truc un peu sexy, un peu mignon, bam, basé sur OpenAI, un business facile qui répond à un besoin qui est évident, qui va le faire de façon facile, une belle UX, et ça marche. J'ai un autre pote que tu as rencontré du coup ici, qui s'appelle Erwan, qui est un peu plus perché, et lui m'a partagé une idée un peu débile sur l'intelligence artificielle. De faire un business pour parler avec les morts. Tu récupères l'intégralité de la data des gens, tu crées une intelligence artificielle basée avec leur voix, leur contenu, leur personnalité, et du coup ça te donne la possibilité après la mort de parler avec un mort. Bah ça c'est des choses qui pourraient être faisables, genre nous qui avons des chaînes YouTube. T'imagines en fait le contenu de data qu'il y a déjà en fait en ligne. C'est énorme. Tu pourrais reprendre ça, recréer ça. Maintenant en plus tu as la possibilité de reprendre des visages et de les faire parler, etc. Ah oui, de deepfake et tout. Les gens tu reprends des photos, que tu arrives à leur faire parler les photos et les animer en termes de visage. Tu peux faire des trucs un petit peu de taré avec ça quoi. Mais ça pourrait être hyper intéressant, genre tu vois, discuter avec les plus grands philosophes de ce monde. Ça pourrait créer des trucs assez fou, et en même temps on en revient finalement toujours à cette théorie de lutter contre la mort, tu vois, l'immortalité. The Subtle Art of Not Giving a Fuck, où le mec te dit qu'au final tout ce que l'être humain essaie de construire c'est pour le post-mortem quoi, et d'essayer de créer sa place dans l'immortalité, et c'est un peu ce qu'on pourrait retrouver avec des IA personnelles, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, pour rebondir sur notre sujet, tu as beaucoup de gens qui lancent des business, donc tu as différents stades en fait, si tu veux. Le premier je pense c'est mettre à bouffer sur la table, quoi, payer ton loyer, donc payer les factures. Donc bon, on voit, il y a beaucoup de gens qui sont en difficulté par rapport à ça, donc ça c'est l'étape 1. Mais une fois que les gens ont atteint ce niveau, pourquoi tu continues en fait à lancer ton entreprise? Est-ce que c'est faire du bling, et montrer que tu as réussi et prouver aux autres en fait que tu es meilleur qu'eux, tu as un peu au statut social que oui je peux. Est-ce que tu le fais parce que ça te passionne, tu veux transmettre quelque chose? Est-ce que tu le fais voilà. Quelles sont les valeurs, toi, par exemple, qui t'animent dans le business? Pourquoi est-ce que tu continues à bosser? Je pense qu'au bout d'un moment, tu développes tellement cette identité d'entrepreneur que tu as vraiment la sensation de pouvoir faire que ça, entre guillemets. Je m'imagine vraiment pas faire autre chose. J'ai tellement appris à créer des choses, lancer des idées, essayer de les faire fonctionner, que c'est devenu un peu un espèce de réflexe vital, premièrement. Donc, pour répondre à ce besoin de bouffer, tu vois. Si demain, je perds tout, je pense que je repars dans la même direction et j'essaie encore une fois de créer quelque chose. Tu t'es acheté des trucs un peu chers, des trucs de luxe. Est-ce que tu as à un moment donné, bien sûr, tu t'es vrillé la tête en disant je dépense dans des trucs, des nuits d'hôtel, des machins. Enfin, donne-moi un exemple de trucs fous, 3 dépenses un peu folles que tu as fait. J'ai été en Asie, une fois j'ai pris 3 avions en une semaine. Je me souviens même plus les pays que j'ai visités. C'était devenu vraiment une orgie d'aller vivre des expériences, toujours dans le plus, de l'émotion forte. C'était aller chercher le rush d'adrénaline en permanence. On allait dans des 5 étoiles, le kiff en permanence. Je suis allé jusqu'à 500-600 euros la nuit. Ouais. Et on était tout le temps en kiff, quoi. C'était le kiff tout le temps, sous alcool, des nanas. C'était ça tout le temps. Et donc, tu faisais quoi? Tu dépensais tout ce que tu gagnais à l'époque? Exact, ouais. C'est quoi, 500 euros dans une YouTube, tu gagnais combien à l'époque? Ça a oscillé entre 15 et 50. Entre 15 et 50? Ouais. Ok. Et quand j'ai fait 50, j'ai dépensé 50. Et quand je faisais 15, j'ai dépensé 15. Donc on a un exemple de, justement, parce que souvent j'en parle des fois sur ma chaîne. Tout ce qu'il faut pas faire. Un entrepreneur qui gagne 50 000, il dépense 50 000. Ouais. Mais le pire, c'est que j'en avais pas conscience. Maintenant, avec le recul, est-ce que tu regrettes? Est-ce que ça t'a appris des choses? Est-ce que tu es content d'avoir appris des choses? Ce serait débile de dire ça. Genre, ça serait vraiment débile de dire ça parce que... Pourquoi je te pose la question? C'est parce que aujourd'hui, entrepreneuriat sur Instagram, ça rime avec grosse bagnole, hôtel de luxe, ville de rêve. Mais ce que ça m'a appris, c'est que ça n'existe pas. Ce que ça m'a appris, c'est que ça est un mythe et que c'est de la merde. Et que quand tu alimentes ce mythe, la seule chose que tu vas trouver à la fin, c'est tristesse, désolation, solitude. Et parce que ça... Pourquoi solitude?
ça t'ouvre une fenêtre sur le monde qui n'est pas la réalité. Pourquoi solitude? Parce que du jour au lendemain, quand ça s'arrête, tu te retrouves tout seul et tu te sens seul. Moi, je me suis retrouvé une fois, j'ai l'image dans ma tête, dans mon appart à Bangkok, je suis sous la douche, j'ai mon téléphone qui sonne et je ne réponds pas au téléphone. Tu connais la personne à qui je réponds pas en plus. Je ne réponds pas au téléphone parce que j'ai honte. J'ai perdu de l'argent ce mois-ci dans mon business, ça fait 2 mois que je perds du cash flow et que je suis en négatif, j'ai creusé quasiment toute ma réserve, j'ai plus de thunes, je peux pas sortir ce soir et je sais que si je sors c'est 1000 € de champagne. Ok. Et donc je sors pas et je réponds pas au téléphone de honte. Du coup, en fait, tu t'es mis à un niveau de style de vie extrêmement élevé. Tu as habitué les gens. Tu connais le Lébois à Bangkok? Ça faisait partie de ta personnalité, quoi. Complètement. Les gens t'associaient, bon, bah voilà, il est en soirée. Complètement. Il pense 1000 € dans une soirée, c'est normal. Complètement. Ok. Tu connais le Lébois à Bangkok? Le magnifique resto rooftop avec une vue sur tout Bangkok? Non. J'ai invité une table, on était 14. Ok. Je payais pour tout le monde. Donc tu faisais, ok. Et ces gens-là, tu les vois toujours, ces gens à qui tu payais pour tout le monde? Pas sûr. Ok. Non, mais c'est intéressant. Et aujourd'hui, bah, est-ce que tu as changé de mode de vie ou... C'est la question. Un petit peu. En fait, donc je veux pas te dire. Les gens allaient en boîte, allaient dépenser de l'argent. Mais c'est bien évidemment que c'est le kiff, il fallait que je passe par là. J'ai pas de regrets parce que c'est mon histoire, c'est mon personnage, c'est le petit Enzo qui cherche à se trouver, à se comprendre, à forger son identité, à se battre contre sa condition sociale de pauvre, entre guillemets, dans laquelle j'ai grandi, etc. Donc c'est une confrontation de plein de choses et c'est moi qui dois devenir un homme et par X ou Y raison, je me mets dans ce chemin-là. Par contre, je veux pas dire que j'ai appris des choses. Tu vois. La chose que j'ai appris, c'est que oui, l'argent, il faut y faire attention, pas lui donner trop d'importance dans la vie. C'est un bon moyen de s'amuser, de dépenser, de kiffer, mais il faut respecter l'argent. Il faut respecter son argent pour ce qu'il en est, ni pour plus ni pour moins, mais il faut le respecter. Si je l'avais respecté, je serais aujourd'hui certainement beaucoup plus riche et j'aurais certainement d'autres activités, d'autres actifs qui tourneraient pour moi. Ça changerait peut-être pas grand-chose à ma vie, mais c'était pas des décisions les plus smart que j'aurais pu prendre. Bon. Mais pas de regrets, j'ai kiffé, c'était cool, j'ai voyagé, j'ai vu du pays, j'ai rencontré des gens, je me suis fait des potes, pas des amis, je me suis fait des potes et c'était cool, tu vois. Aujourd'hui, j'ai changé bien évidemment mon mode de consommation. J'ai appris j'ai appris au fait que c'est pas parce que je gagne 20 000 € de plus que mon lifestyle doit changer de 20 000 € en fait. J'avais eu une conversation en 2019 ou 2018 avec Yo Viral, qui est un pote à moi, qui est un champion de poker, qui du coup à un moment donné commençait à gagner beaucoup plus et après ses revenus étaient complètement décorrélés de son style de vie. Et il s'était mis en place une règle pour justement pas péter un câble qui était la règle des 5% ou des 10%. C'est-à-dire que s'il fait 100% de salaire en plus, il a le droit d'augmenter son lifestyle que de 10%. Et en fait, moi, j'avais pas de règle comme ça, j'avais pas de gain de protection, personne ne m'avait dit, tu vois, ces trucs-là, et je suis tombé dedans. Aujourd'hui, c'est exactement ce que je m'applique, c'est-à-dire que si en ce moment, je me mets à peu près entre 15 et 20 000 € de salaire, et j'essaye de vivre entre 5 et 7. Okay. Tout le reste est placé, investi, utilisé pour développer, on va dire, le patrimoine personnel. Et je pourrais me mettre plus en salaire, mais on a des projets professionnels, on investit, on développe. Et en fait, tu comprends ça aussi, c'est-à-dire la santé de l'entreprise, la santé de tes projets, le cash flow de la société, chose que j'avais pas avant. Et ton cash flow personnel, tes projets personnels. Et donc déjà séparer tout ça, te payer de façon fixe avec un système de bonus, avec une vision annuelle de l'argent et non pas mensuelle, déjà t'aide à faire des choix. Quand tu commences à avoir vraiment de l'argent, comprendre que c'est pas parce que tu peux tout acheter que tu dois tout acheter. Est-ce que tu étais plus heureux en fait quand t'achetais tout quoi? Ah, t'as eu des expériences sur le... Non, c'est exactement ce que je te disais. C'est solitude, c'est disperse, c'est dépression. De l'argent, tu vas dans un 5 étoiles, enfin, t'es quand même mieux que dans un appartement pourri, tu vois. Bien sûr, mais ça dure pas tout le temps. Le jour où t'as un down. Ah, le jour où l'argent s'arrête en fait. Le jour où l'argent s'arrête, ou même le jour en fait où ça t'a blasé, parce que ça te blase comme tout. Tu sais, je m'étais fait cette expérience, je suis parti en Thaïlande. En fait, je suis parti en Thaïlande plusieurs fois. Une première fois, en fait, je venais tout juste d'être indépendant financièrement, donc... Voilà, enfin, j'avais de l'argent, mais c'était pas non plus ouf. Enfin, j'avais peut-être l'équivalent de 3 salaires de 4, tu vois. Donc ça va, c'est bien, mais c'est pas non plus des revenus de fou. Oui, tu flambes pas comme un malade. Voilà. Et après, je suis reparti en Thaïlande une deuxième fois, où là, par contre, j'avais des revenus, c'était abusé, quoi. C'était vraiment en mode, je pouvais m'acheter un appartement cash par mois pour me donner un ordre des revenus complètement fou.
Et quand j'y suis allé, donc là, je me suis dit, bon, je me fais Tu plaisir. t'es fait kiffer. Donc c'était hôtel 5 étoiles à fond et tout. Donc je débarque à Bangkok. Je me prends donc un appartement donc, dans une suite d'hôtel et tout. Je débarque avec ma copine et tout, et puis on s'installe. On vit surtout Bangkok, suite de ouf et tout. Enfin, on était comme des ouf et tout. On était trop bien, on se dit, putain, c'est vraiment trop bien et tout. Voilà, alors on arrive, on est en vacances, on profite. Et donc je fais le tour un petit peu de la Thaïlande, comme ça. Donc je monte au nord et tout, je me prends d'autres hôtels très sympas, etc. Et on boucle le voyage, donc on passe à peu près 30 jours, 40 jours en Thaïlande. Et pour finir, on se dit, bah, on va revenir à l'hôtel qu'on avait fait au début. Tu vois. Et quand on est revenu à l'hôtel, on a fait, putain, mais en fait, la chambre, elle est pas si ouf que ça, quoi. On était un peu blasé, en fait, parce qu'on avait fait des trucs qui étaient bien mieux en photo, tu vois. Tout est Finalement, sur une perspective. qui m'avait apporté beaucoup de bonheur, en fait, où je m'étais dit, c'est une chambre de ouf et tout. Bah, en fait, on s'était tellement habitué à un niveau de étoiles, etc., que, en fait, en revenant à cet endroit-là, bah, c'était devenu notre nouvelle normalité et ça n'apportait plus du tout plaisir. Il n'y avait plus ce pic de dopamine qui était déclenché. Quand je suis arrivé dans cette chambre, il y a eu ce pic de dopamine, mais le problème de l'argent et des hôtels et des machins, c'est qu'en fait, si tu veux que la dopamine se déclenche, il faut toujours plus. Exactement. Et sauf qu'au bout d'un moment, tu t'arrêtes tout, quoi. Exactement. Et c'est ça que les gens, des fois, ont du mal à comprendre parce qu'ils vont partir en vacances, ils vont se faire une belle expérience, ils vont se prendre un bel hôtel, donc ils vont avoir un pic de dopamine. Ils disent, putain, mais la vie des riches, ça doit être un truc de fou. Et ben non. Dopamine full time. Bah non, parce qu'en fait, ton corps s'habitue à ça et ça devient quelque chose de normal. Sauf que, comme tu dis, au bout d'un moment, bah, si tu n'as plus d'argent pour financer ce style de vie, c'est grosse claque dans ta gueule. Parce que la plupart des gens qui font ça, le problème, c'est comme tu le dis, et c'est toi, je pense, ce que tu as fait, c'est que tu as associé ton identité et ta valeur personnelle à l'argent que tu gagnais. Exactement. Ça, c'est extrêmement dangereux. Même plus qu'à l'argent que tu gagnes, à l'argent que tu dépenses. À l'argent que tu dépenses. Et ça, le truc, c'est que c'est extrêmement dangereux parce que ça veut dire que tu arrêtes de gagner de l'argent, t'es qu'une merde. Exactement. Enfin, t'as plus de valeur, quoi. Exactement. C'est pour ça qu'il faut... et ça demande une certaine... C'est pour ça qu'il y a un gros travail, bien sûr. Et je le vois, le schéma, en fait, des mecs, tout simplement, plus particulièrement des mecs qui font des business en ligne, c'est... Les bros de Dubaï. Le schéma, c'est moi, je gagne de l'oseille, j'en ai marre de la France. Putain, je me casse à Dubaï. À Dubaï, il faut que je me prenne un appartement en place, un penthouse, etc. Donc, ils se prennent le truc. Ils vont tous s'acheter une Rolex. Ensuite, ils disent, allez, c'est parti. Donc, location de la Ferrari, Lamborghini, tu peux t'en louer pour 1500 balles à la journée. Donc, ils sont là, ils font les photos sur Instagram. Après, ils vont tous faire le même tour en yacht dans la marina, machin, etc. Ensuite, ils vont tous se faire des soirées au Pierre Seven, vas-y, une bouteille, etc. Et voilà, ils se rencontrent, etc. Ils font venir les potes, ils s'achètent du Louis Vuitton, du Gucci, etc. Tu le vois, Je le vois, le stéréotype. Et à un moment donné, ils se retrouvent broke, parce que le business, pour X ou Y raison, bah, y a Amazon qui a appuyé sur un bouton qui a fermé leur business, ou parce que l'argent qu'ils avaient mis dans les cryptos, ils ont payé moins 70% dans la gueule, ou parce que voilà, l'associé s'est barré avec la thune, etc. Et ils se retrouvent à Dubaï, en plus, inflation, les prix doublent à Dubaï, et ils se retrouvent en fait avec une main devant, une main derrière, et ils osent le dire à personne, et ils se barrent, et en fait ils disparaissent de la circulation. Complètement. Il y a combien de gens qui ont apparu sur YouTube? Ce pattern que tu retrouves partout. Moi je les ai appelés les étoiles filantes du dropshipping. Voilà. C'est un truc de taré. Et à côté de ça, t'as d'autres gars que je connais, mais qui sont moins spectaculaires. Souvent ils n'ont même pas de compte Instagram, tu vois, ces gars. Où ils font des business et ils sont vraiment en mode protestant, quoi. C'est d'ailleurs, je fais de l'argent, 95% de ce que... Parce que quand tu gagnes plus de 100 000 balles par mois, tu peux économiser 95% de ce que tu gagnes. Franchement, il y a un monde, en fait. Alors, il y a un monde déjà entre gagner 10 et 50 000 balles, 50 000 balles, 100 000 balles. Puis il y a un monde entre le gagner une fois et le gagner tout le temps. Et effectivement, à un moment donné, surtout quand tu viens pas d'une famille de milliardaires, etc., mais c'est beaucoup trop d'argent à dépenser en fait. Ouais. Tu peux pas dépenser autant d'argent. Tu le dépenses le mois 1, le mois 2, tu pètes un câble, t'es comme un débile. Et après, tu peux pas. Moi, après, mes abonnés, ils sont quand même plus posés, plus responsables. Bah, déjà, les mecs qui sont dans l'IMO, c'est moins des fous en fait. Bah oui. Parce qu'à la base, acheter un bien immobilier, t'es là, c'est un truc que tu vas garder pendant 20 ans, t'as quand même une vision long terme. T'es moins sur des trucs superficiels. Mais je comprends, il y a quand même des gens qui sont attirés par ça et c'est ok de se faire plaisir. Mais à un moment donné, si vous devenez entrepreneur, vous commencez à bien gagner votre vie, ouais, c'est important de vous mettre vraiment une limite, de l'écrire sur un papier, de vous faire... j'avais fait une vidéo où j'expliquais comment splitter ses comptes bancaires, avoir plusieurs comptes bancaires. Ouais. Vous avez un compte bancaire, vous pouvez l'appeler au compte flambe, voilà. Je sais pas, vous mettez par exemple 10% de ce que vous gagnez là-dessus. Et tu fais ce que tu veux. Vous faites du yacht, vous faites des kiffs, etc. Mais une fois que l'argent il est fini, il est fini, tu vois. Exactement. Et
et aussi soyez un Parce que- de concours de kékette d'entrepreneurs. Moi, je contacte des entrepreneurs, ils gagnent toujours tant de thunes. Et jamais les mecs, ils ont des downs. Mais en fait, si, à un moment donné, ton business, on peut se péter la gueule, tu peux gagner moins, etc. Et accepter de le dire, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, le truc, c'est que la plupart des gens, en fait, c'est ça, en fait. Mais Donc, c'est 95% des gens. si les mecs n'ont pas de down, c'est qu'ils font rien. C'est tout. Après, j'ai une certaine stabilité, par contre, tu vois, sur Nimo. Parce que c'est Nimo. C'est différent. Mais bon, après, Nimo, c'est des revenus qui sont plus stables. Mais c'est moins spectaculaire. T'as pas des revenus exponentiels. Et puis t'as pas la croissance exponentielle, t'as pas tout ça. C'est un business qui est beaucoup plus chiffré, qui est beaucoup plus calculé, qui est beaucoup plus stable. C'est pas comparable. C'est pas comparable avec un business en ligne où là ça peut partir complètement en cacahuète très 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 rapidement à la hausse ou à la baisse. Et le truc c'est que il y a effectivement, c'est une spirale en fait. Cette identité que tu crées, l'ego, les mensonges d'internet, la différence entre chiffre d'affaires et bénéfices. Chiffre d'affaires et bénéfices, ça dépend. Si tu fais évidemment du e-commerce, ton chiffre d'affaires peut être énorme, tu peux faire 1 million, mais après tu peux faire 0 en bénéfice. Complètement. Après, si tu es sur business en ligne full digitalisé, et que tu as optimisé à mort ta fiscalité, ton chiffre d'affaires peut être quasiment égal à ton bénéfice. Ça peut. 90%. Sur des produits quand même à forte marge, tu peux avoir quand même un bénéfice énorme. À condition, et ça, certaines personnes ne comprennent pas, justement, qui vivent en France, parce que quand tu es expatrié, t'es à Dubaï, ta fiscalité c'est 0. Donc tu as des coûts. C'est pas vraiment 0, c'est pas vraiment 0%, parce que ça serait faux de dire ça, parce que quand tu es quand même à Dubaï, tu as des frais fixes, où tu dois quand même payer pour ta boîte. Ça doit être 15 000 à peu près minimum. Tu en as pour 10K par an, enfin après, si tu as à peu près 6K par an pour revenir ta boîte, mais tu dois aussi avoir un logement, et un logement à Dubaï ça coûte cher, c'est pas gratuit. Il va falloir que tu payes au moins 3 000 par mois pour avoir un logement, si tu as un logement correct à Dubaï. Plus tout ce qui est restaurant, etc., tu vas dépenser beaucoup plus cher en taxe. Donc c'est au moins 54 frais fixes. Voilà, donc tu as au moins cet impôt fixe, quoi, cette flat tax. Donc c'est intéressant d'y vivre à partir du moment où tu gagnes quand même déjà beaucoup, tu vois. Mais Dubaï, c'est pas vraiment fait pour les petits. Si tu débutes, il vaut mieux aller se mettre, je pense, en Asie, tu vois. Ou alors en Europe de l'Est, en Asie du Sud-Est, en Amérique latine. Tu vas en Estonie, par exemple, tu vas avoir 20% d'impôt sur les dividendes que tu sors. Sur les dividendes que tu sors de ta société, mais tant que tu sors pas d'argent de ta société, tu ne payes pas d'impôts. Mais bon, tu les paieras un jour ou l'autre. Donc, bien sûr. Donc ça, la majorité des gens qui sont sur Instagram, qui ont des lifestyles à Dubaï, et on l'avait dit dans la vidéo qu'on avait fait, ils ont des trains de vie de milliardaires. C'est des trains de vie qui ne peuvent pas se tenir. Ouais. Tu peux pas gagner 30 000 ou 50 000 balles par mois, te balader en jet privé, vivre dans des apparts à 10K, c'est pas cohérent. Non, il faut, en fait, pour avoir vraiment en mode le jet privé, etc., pour vous donner un ordre d'idée, pour vous le situer, c'est 30 millions, quoi. C'est 30 millions, 50 millions de patrimoine. Là, tu commences peut-être pour un jet privé et tout. Mais en dessous, tu vis au-dessus de tes moyens. Ah, c'est ça. Tu vis au-dessus de tes moyens. Est-ce qu'il est le cas de beaucoup de gens? Tu vis au-dessus de tes moyens, c'est-à-dire que tu vas, si tu continues à vivre comme ça, et que pour X ou Y raison, ton business connaît un choc de volatilité, tu te retrouves ruiné. Exactement. Donc, moi, tu sais, il y a un truc qui est assez bizarre, c'est que plus le temps passe, plus je m'enrichis, tu vois, mon patrimoine grossit, et paradoxalement, je vais pas dire moins je dépense, mais moins je fais des trucs de fou en fait. C'est-à-dire que même dans les fringues, aujourd'hui, je sais pas, je vais plus acheter de fringues de marque et tout. T'es tombé à un moment là-dedans, t'as eu envie de te faire plaisir, début, des belles chemises, des beaux pantalons. Mais je l'avais choisi. Moi j'imagine pas de t-shirt Gucci avec un gros logo au plein milieu, c'est pas trop ton style. Mon style, moi en fait, à l'époque j'étais banquier à Paris, donc déjà j'aimais bien m'acheter des beaux costumes, des choses comme ça. Même quand j'étais à l'époque salarié, tu vois, j'allais me prendre des costumes chez Paul Smith, chez Givenchy, j'aimais bien avoir des beaux costumes. J'achetais mes chemises chez Boggi, Milano, tu vois. Bon, c'est pas les chemises les plus chères, mais tu vois, c'est des trucs quand même assez. J'aimais bien. T'étais un bon produit de la société de consommation. Non, mais j'aimais bien faire attention. Tu vois, à mon apparence. Et maintenant, en fait, si tu veux, quand tu es dans une entreprise, tu as envie, je sais pas, de renvoyer une bonne image. Et maintenant, en fait, je suis arrivé à un stade dans ma vie où je me dis, tu vois, j'ai fait une chaîne YouTube, j'ai été bien immobilier, j'ai démarré différents business, j'ai généré plusieurs millions d'euros, etc. Honnêtement, j'ai plus rien à prouver, quoi. Tu vois, donc je n'ai rien à me branler, en fait, d'impressionner les autres. Et du coup,
je m'amuse de ça, c'est-à-dire de m'habiller vraiment super simplement, etc. Et quand je vais être en contact de gens dans la rue ou quoi que ce soit, bah, d'être en mode anonyme, quoi. Ça se voit pas du tout que j'ai de l'argent. Tu vois. Donc c'est la théorie du millionnaire next door, quoi. Ouais, mais je sais pas. Et puis d'un côté, j'observe un peu la réaction des gens, et puis au moment où ils apprennent, si tu veux, ça arrive, si tu veux, des fois quand je vais je veux visiter un bien immobilier, etc. Donc voilà, la personne elle se dit bon bah il est avec sa copine, ils vont acheter un petit appartement, ils sont salariés, machin. Tu vois, tu sais, quand tu vas visiter un bien immobilier, je me présente un peu comme investisseur. Et puis après, par exemple, que je vais lui dire, bah voilà, j'ai déjà plusieurs biens immobiliers dans tel et tel quartier, etc. Et tu vois, le regard qui switch de la ça change. Ah ouais. Et la façon dont la personne se met à te parler, tout d'un coup, bah maman. Ouais, la perception change. Je m'amuser à ça, de créer ce contraste. Et c'est pas quelque chose que tu peux faire, en fait, avoir cet effet de contraste. Si t'arrives déjà en full Gucci, full machin, tu renvoies déjà cette image-là. Ouais, complètement. Non, là, effectivement, c'est assez drôle. Même si, moi, je veux pas te mentir, il y a quand même une frustration au jouer, entre guillemets, au bon père de famille. J'aime quand c'est plus rock'n'roll, quoi. Ouais. Là, aujourd'hui, depuis quelques années, je prends les bonnes décisions parce que je construis une famille, parce que du coup, j'achète ma RP, parce que j'ai un enfant sur le grill, tu vois. Et donc, du coup, bah, je crée un peu de sécurité financière. Mais toute ma vie, sinon, moi, ça a été ça a été le snowball effect, à pousser, à aller all-in, à prendre des risques, à jouer, en fait, avec ça. Parce que quand j'ai vraiment compris que, entre guillemets, on se battait toute notre vie pour construire une certaine liberté financière, alors que pour l'argent, et l'argent n'existe pas, tu vois. Enfin, moi, vraiment, hein, je te le redis encore une fois parce qu'on l'a eu dans nos conversations, mais ce truc de la planche à billets, de comprendre que l'argent est artificiel, qu'il a été construit et managé par les gouvernements, ça m'a retourné, quoi. C'est de l'argent dette, ouais. Alors. Ça m'a retourné. Et depuis lors, je suis là en mode... J'ai envie en même temps d'avoir une tonne de fric et en même temps j'en joue à mort et tout vous faire enculer, tu vois. Est-ce que voilà, le truc c'est à un moment donné quand tu fais ça, pour moi tu restes tu restes un peu le pigeon du système. C'est-à-dire que tu vois, t'as plein de gars, ils sont entrepreneurs, ils font des vidéos de motivation, oui, machin, faut sortir du métro boulot dodo, vous êtes dans la rat race, vous êtes des esclaves, etc. Montez votre business, etc. Ok, mais toi tu t'arrives et tu reproduis, en tant qu'entrepreneur. Tu reproduis des codes, t'es dans une rat race d'entrepreneur en fait. Bien sûr. Parce que tu vas t'acheter, finalement en fait, ton argent tu vas le dépenser chez Rolex, tu vas le dépenser chez Lamborghini, tu vas le dépenser chez Ferrari. C'est juste un pigeon de luxe. Alors qu'en fait tu regardes un vrai riche, un ancien riche, tu vois, des vieilles familles, ils ont pas de... En fait, ils vont avoir une montre, mais en fait ils vont pas avoir une Rolex ou ils vont pas avoir une Patek, tu vois. Ils vont avoir une IWC ultra fine, peu connue, etc. Et en fait, ils vont se reconnaître à ça. Dans la famille de génération en génération. Ça va se passer par la culture générale. Le mec, il va avoir un château déjà. Il va avoir des vignes, tu vois. Il va jouer au golf. Il va avoir des pièces d'art. Ça, tu ne vois jamais dans les vidéos YouTube sur Instagram. Tu vois. Une vraie fortune. Tu sais que j'ai acheté ma première petite pièce d'art comme un bon socialiste. Je te montrerai. Parce qu'on a parlé de sujets un petit peu plus touchy aujourd'hui que d'habitude. Donc laissez-moi votre avis dans les commentaires, ça m'intéresserait de voir un petit peu ce que vous pensez. Vous qui regardez cette vidéo, voilà, comment est-ce que ça peut être l'occasion de réagir si vous ne le faites pas habituellement sur la chaîne YouTube. Et puis je vais faire l'effort de répondre aux commentaires sur cette vidéo. Des vidéos comme ça, si ça vous a plu, bah, dites-le aussi. Vous pouvez les retrouver, je vous mettrai le lien juste en dessous sur la chaîne d'Enzo. On a fait quelques interviews comme ça sous format podcast, discussion. Donc je pense que ce format vous plaira, vous aimez bien habituellement les lives, donc vous me le direz et puis vous pourrez en retrouver d'autres sur la chaîne de Enzo, c'est l'occasion d'aller découvrir un petit peu ce travail. Et puis bah voilà, mettez un like, puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, en tout cas prenez soin de vous, ciao ciao.